part Garoua, ceux qui ont fait récemment la Damawa, notamment Ngaoundéré, ou Maroua, c'est des villes qui donnent l'impression qu'elles ont été traversées par des obus. C'est la vérité. C'est la vérité, les téléspectateurs nous écoutent. C'est des villes qui donnent l'impression qu'elles ont été traversées par les obus. Maintenant, je ne sais pas si M. Messengue a fait la route Ngaoundéré, Garoua, une route qui, autrefois, vous prenez 3 heures de temps au maximum, vous prend sensiblement 24 heures. Aujourd'hui, je ne sais pas si mon frère Messengue sait par exemple que le département du Logone, donc Kousseri, est coupé du Cameroun. À l'heure qu'il est. C'est-à-dire que les élites de son parti, le RDPC, quand ils vont chez eux, en fait, celles qui sont originaires du Grand Nord et notamment de l'extrême Nord, quand elles vont chez elles sont obligées de transiter par le Tchad. Et comme la frontière est submergée par de l'eau en ce moment, elles sont obligées de dormir à N'Djamena avant de regagner Kousseri le lendemain. Voilà la réalité. Maintenant, il y a des points discutables dans cette lettre ouverte de M. Chiroma. Quand il rappelle, par exemple, que le Grand Nord, aujourd'hui, c'est la région qui souffre le plus. Non, moi, je suis du Sud, de la région du président de la République. Et là, je reviens du village. Je suis à 70 km d'Ebolova. Et le premier centre de santé, en partant de chez moi, pour regagner ce centre-là, c'est à 10 km. Donc, et il n'y a pas de route. Je suis à 10 km, moi aussi, il n'y a pas de route chez moi non plus. Il n'y a pas de route à 10 km pour regagner le premier centre. Donc, une femme normalement enceinte, qui voilà, est en état de travail, pourrait trouver la mort sur le chemin. Parce qu'il n'y a pas de véhicule, aucune voiture n'y va. À 70 km d'Ebolova, où on devrait faire normalement 40 minutes, j'ai fait toute une journée. Seuls ceux qui ont la grâce d'avoir des pick-up peuvent y aller. C'est connu. Mon village s'appelle, me semble, je suis notable chez moi. D'accord. Et donc, quand je l'ai dit, je pense donc que Chiroma, fils du Grand Nord, sait parfaitement l'état du Grand Nord aujourd'hui. Et sait parfaitement le rôle que cette partie du territoire a joué dans la construction, justement, de la légitimité du parti au pouvoir et notamment de l'hégémon Paul Biya. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un contrat de dupe entre le RDPC et le Septentrion aujourd'hui? Mais la question également qu'on peut vous retourner, madame, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que M. Chiroma découvre que c'est un contrat de dupe. Alors, d'où la question de l'opportunité. Et nous disons donc que, comme il n'est pas dupe, en posant cette problématique aujourd'hui, c'est parce qu'il voudrait capitaliser justement cette problématique qui existait déjà, mais dont il en fait une question d'opportunité aujourd'hui pour en tirer des dividendes politiques. Très bien. Mais la réalité, elle est là. On ne peut pas peindre, comme je l'ai dit, en blanc ce qui est noir. Alors, comme quand j'ai FSC sur ce plateau, dans cette lettre également, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que votre président de parti a fait la liste de toutes ces autorités, ces personnalités qui ont quand même été et qui restent à de grands postes de ce pays, à de hautes fonctions. Et il y a lui-même, Issa Chiroma, quelqu'un le disait sur ce plateau, qui a occupé de hautes fonctions pendant longtemps. Est-ce qu'on peut attribuer, on va dire, toute cette souffrance, entre guillemets, du Septentrion, seulement au seul régime, sachant que les fils de cette partie du pays ont fait partie de cette machine? Est-ce que la faute forcément au régime? Est-ce qu'on ne peut pas regarder du côté même des ressortissants de cette partie du pays, qui aussi sont dans la manœuvre du pouvoir en place, dont Issa Chiroma a fait partie pendant très longtemps? Eh bien, chaque bateau a un capitaine. Vous ne pouvez pas être responsable de ce qui est bien. Maintenant, quand ce qui est mauvais, on vous le met sur la figure, vous dites que non. Eh bien, chaque bateau a un capitaine. Vous ne pouvez pas être responsable de ce qui est bon. Et maintenant, quand ce qui est mauvais, on vous le met sur la figure, vous dites que non, c'est une faute collective. Donc, le président de la République ne peut pas être le meilleur président quand on a fait une route qui est belle, quand on a fait un monument, j'aime mon pays, à la place d'un échangeur, on dit c'est lui qui est le bon président. Mais quand il s'agit de faire face à la réalité, de faire face à l'échec, on dit que non, c'est la faute est collective. Mon président, le président du FSNC, assume pleinement son passage au sein du gouvernement. Oui, il était ministre de la Communication. C'est quoi le rôle d'un ministre de la Communication? Bâtir les routes, construire les écoles. Mais que non, M. Issa Chiroma Bakari a pleinement rempli son rôle de ministre de la Communication. Vous étiez journaliste à cette époque, vous savez qu'il a bien géré la communication. Il a bien géré les médias, il était accessible aux journalistes,
Aujourd'hui, vous voyez, est-ce que vous avez même la possibilité d'aller au ministère de la Communication rencontrer facilement le ministre? Non, c'est un homme ouvert, c'est un homme qui attire la population, qui attire tout le monde autour de lui. Il ne fait pas... je voudrais d'abord dire qu'il y a un certain tropisme chez mes gens du RDPC à renier la réalité. Vous êtes le communicant du RDPC, faites le bilan du RDPC. C'est à nous de faire le bilan du FSMC, de notre candidat, du ministre Issa Chiroma Bakari au sein de votre gouvernement. Monsieur Issa Chiroma Bakari, quand il sortait du ministère des Transports, il a laissé combien d'avions? Aujourd'hui, Cameco en a combien? On nous cite seulement les crashs pour jouer dans l'émotion. Mais s'il faut parler des crimes de ce régime, est-ce qu'on aura même le temps de tout ce plateau? C'était pas la question. Écoutez, madame, je sais que c'est pas la question. On ne faisait pas juste le focus sur Issa Chiroma Bakari, mais surtout les fils du Grand Nord qui ont été cités. Je vous fais remarquer que je suis le communicant d'un président qui s'assume, qui est responsable, qui accepte que, bon, nous avons échoué, nous étions indifférents face à la souffrance de nos populations. Il a dit dans sa lettre aux Camerounais, j'ai servi ce régime, j'ai vu et je viens pour réparer. Donnons-lui la chance de réparer. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Allez-y. Donnons-lui la chance de réparer, donnons-lui la chance d'asseoir le programme de transition qu'il est venu, qu'il veut proposer aux Camerounais et qui, à la grande surprise de beaucoup, certainement ceux du RDPC, trouve une adhésion populaire. La dernière fois, vous avez vu la communauté Bamileke dans sa résidence. Hein, il a reçu cette communauté. La dernière fois, vous avez vu les gens de la LEC, une délégation de la LEC que j'ai moi-même conduite dans sa résidence. Les gens sont fiers de M. Issa Chiroma Bakari. Nous ne voulons pas des hommes en République, nous ne voulons pas des hommes irremplaçables. Nous ne voulons pas des hommes indispensables, nous voulons des hommes remplaçables. Quand il nous parle que le taux de scolarisation aujourd'hui, mais monsieur, il y a une différence entre le système de scolarisation et le système d'éducation. Vous avez promu le système de scolarisation, envoyé les écoles partout sans infrastructure, et puis vous avez rempli les salles de classe des élèves sans remplir les esprits de l'éducation. On a certainement besoin d'une éducation de masse, mais à quoi nous sert une masse de diplômes sans éducation? Sur les Onoyolo, juste sur cette lettre, peut-être pour sortir, puisque nous allons rester sur Septentrion, mais allez voir également les critiques qui viennent du côté du PCRN. Mais sur cette lettre, est-ce que Issa Chiroma, finalement, est dans son rôle de, pas d'instrumentaliser, mais de partir sur les faiblesses du régime du côté du Septentrion pour en faire des forces pour sa prochaine campagne? Je vous ai dit que Issa Chiroma est vrai quand il prend position. Maintenant, vous avez relaté dans votre introduction à ce thème, n'est-ce pas, les différents griefs. Vous avez posé la question à Mouchenga. Est-ce que cela n'est pas vrai? Il a botté en touche. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est décrit par M. Chiroma, la malvie, consécutive à la malgouvernance d'un régime du renouveau, est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Première chose. Deuxième chose, nous sommes là en début de ce qu'on peut appeler le procès du renouveau. Le père du renouveau, c'est M. Biya. C'est pour ça qu'il faut laisser le RDPC tranquille. Le RDPC n'est qu'un bâtard qui essaie de voir comment... Mais le RDPC ne participe pas à la gestion du pouvoir. C'est M. Biya et c'est un cacique, un dinosaure et même membre de l'appareil. C'est pour ça que la preuve, c'est que quand vous regardez le SG du comité central, vous pensez que ce type peut être consulté dans la formation d'un gouvernement? Non. Maintenant, dans le procès du renouveau, est-ce que Issa Chiroma Bakari et Kavaï ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, d'être appelés à la barre, soit comme témoins ou alors participants à ce naufrage, entre guillemets? Ils le sont. Parce que, voyez-vous, quand Aïdjo s'en va, Kavaï est député depuis 1970. C'est-à-dire qu'il a connu le président Aïdjo. Chiroma fait partie des gens qui entrent dans le système, qui sont... mais toujours est-il qu'il est derrière Bello. Donc il y a des gens qui estiment que M. Biya n'a pas bien géré l'héritage de M. Aïdjo, qui lui a donné le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui,
Il n'y a aucune belle route à Garoua. Ça reste ce que M. Aïdjo a laissé. Et puis, Mme Bichaka, il ne suffit pas d'éclater les régions en plusieurs régions pour penser qu'on a fait quelque chose. N'est-ce pas? Et quand vous arrivez, quand le grand bassin centre-sud, est, qu'on a éclaté en 3 régions, à quoi ressemble l'Est? À quoi ressemble la région natale du président? À rien. Quand vous ne pouvez pas partir de Kribi à Komdu pour atteindre des boulots par une route, vous êtes obligé de refaire encore 3 régions. Il fallait de quoi? Donc tout cela nous interroge. Et l'autre chose, j'ai entendu M. Metchengue dire que Chiroma a eu quoi? Il a eu le seul poste juteux, comme on peut qualifier, c'est le ministère des Transports. Maintenant, je ne sais pas quel âge vous aviez en 92. Nous, on était déjà là. On donne à Chiroma le poste de transport parce qu'on veut faire chanter Bello Bouba, qui sort de 92 avec 19%, qui devient un allié, n'est-ce pas, de M. Biya. Mais Bello Bouba veut le poste de Premier ministre. Biya n'est pas prêt à le lui donner. C'est comme ça que Biya contacte Amadou Moustapha, il en fait un vice-premier ministre, et Chiroma, qu'il en fait un ministre des Transports. D'accord? Donc c'est sur cette plateforme de négociation que cela arrive. Et après, on a vite fait d'enlever Chiroma, n'est-ce pas? Parce que Chiroma et Amadou Moustapha ont créé l'ANDP. On a vite fait de l'enlever du moment où Bello Bouba est revenu à des meilleurs consentements. Et après ce poste du ministère des Transports, on a donné le ministère des Communications. Je fais partie des gens qui étaient sur toutes les conférences de Issa Chiroma. Je le voyais pleurer. Il n'avait rien. C'était un esclave. Au boulot, je vous dis bien que c'était un esclave. Parce que quand vous... D'ailleurs, le ministère de la Communication, c'est l'un des plus petits budgets. Vous le savez, j'espère. Que quand vous regardez ce qui restait à Chiroma, lorsque on avait payé tous les fonctionnaires et autres, il n'y avait rien. Donc vous ne pouvez pas dire que Chiroma a gagné quelque chose au ministère de la Communication. Il a fait le sale boulot. Heureusement pour lui qu'il s'en est sorti vivant. Parce que quand vous voyez, n'est-ce pas, les prises de position de M. Chiroma, vous aviez peur pour lui. Bon, on l'a envoyé au ministère de l'Emploi et la Formation professionnelle qui était en création. C'est un truc vide. Il n'y a rien. C'est à lui que revenait maintenant de créer ce ministère, de lui donner un contenu parce qu'il n'y avait rien. Alors dites-moi, à quel niveau il a partagé le pouvoir? À quel niveau vous pensez qu'il est vraiment responsable? Donc, les deux fils... Il ne serait donc responsable de rien en ce qui concerne ce régime, ce que vous essayez de nous dire sur ce plateau? Chacun est responsable pour avoir pactisé avec M. Biya. Une fois que vous avez accepté dîner avec M. Biya, mais il faut vous mettre à l'évidence que c'est lui qui fixe le menu, c'est lui qui a les longues fourchettes, n'est-ce pas? Du coup, il faut faire très attention et ce n'est que le président de la République est peut-être qui définit de la politique de gouvernance et qui est, n'est-ce pas, peut-être appliqué sur le terrain par le Premier ministre. Alors, M. Chiroma n'est ni président de la République, ni Premier ministre, encore qu'à un moment donné, et vous avez rappelé, que rien que le PAN, qui engage aujourd'hui un chemin suicidaire depuis 5 ans, n'a pas rencontré le président de la République. C'est Issa Chiroma qui le dit. Oui, M. Metchengue, rapidement. Ben, je voudrais dire que je note dans les propos de Soulé 2 choses. Première des choses, l'égocentrisme. Il dit que le ministre Chiroma a décidé de quitter Bello pour un poste ministériel. Donc ça veut dire que c'était pas... Parce que quand vous avez 19%, vous êtes pesé. Je rappelle qu'à cette époque, le ministre, l'UNDP avait 68 députés à l'Assemblée nationale, donc pratiquement un groupe parlementaire. Plus qu'un groupe parlementaire. Et donc, de ce fait, il a quitté ce côté-là pour un poste ministériel. Ça, c'est accepter le poste de ministre. Oui, c'est différent de quitter. Puisqu'en réalité, ce n'était pas l'offre de l'UNDP. C'est son offre personnelle. Amadou Moustapha aussi. Oui, non, je parle
parle de Chiroma. Ce sont les deux. Non, nous parlons de Ils ont Chiroma. été convaincus par le renouveau. Moi, Je vous en prie. Ce sont les deux. Laissez-le dérouler. Je parle de- Laissez-le dérouler. Je parle de Qui ne Chiroma. prennent pas mes propos à l'envers. Je parle de Chiroma. De deux. Vous dites qu'il a été envoyé à un ministère qui méritait un contenu. Ministère de l'emploi et la formation professionnelle. Qui n'avait pas de contenu. Je suis en train de dire Pas ceci. mérité, qui n'avait pas Je suis de en train de contenu. dire ceci. Voilà. Au niveau stratégique qu'on soit, le niveau opérationnel met du contenu. Il me semble. Mais justement, est-ce que vous pouvez questionner le contenu qui a été mis par Chiroma dans le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle? Je passe. Je voudrais dire ceci. Et vous êtes donc d'accord avec moi qu'il est mal placé pour faire ce type de reproche au PAN. Pour la simple raison que le PAN il remplit pleinement ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Vous savez aujourd'hui que combien Et depuis 5 ans, il ne rencontre pas le président de la Écoutez, République. Un président de l'Assemblée Vous ne nationale. pouvez pas dire Mais ça. c'est l'esbrouf, Non, ce vous, que vous dites vous ne là. pouvez pas dire ça. Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. Il a rempli quel devoir? Sous les, vous ne Madame Bijaka, vous ne pouvez pas rester Enfin, comme il a pendant la- 5 ans, il a vous la- ne rencontrez il a- pas le garant des institutions. Monsieur Souley, Yolo, il a la Souley, parole. Souley. Laissez-le aller jusqu'à la fin et Souley. puis Non, mais il faut pas éventuellement entendre ça. vous allez répondre. Laissez-le aller jusqu'à la fin. On va pas. C'est des inepties, ça. Allez-y, monsieur Il raconte Mutsenge. quoi, S'il Mutsenge vous plaît, raconte. monsieur Souley. Allez-y, Mutsenge. Très bien, merci. Je voulais dire que quand le PAN doit rencontrer le président de la République, il ne va pas venir vous dire Souley, allez m'accompagner. C'est-à-dire que la seule fois où on a vu, nous on a l'habitude de les voir, par exemple lors des vœux et autres. Les vœux c'était le 7 janvier dernier. Quand le Premier ministre rencontre le président de la République tous les vendredis, il vient vous dire, il ne vient pas vous dire. Donc, il faut arrêter de croire que le président de la République, chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un, va mettre les caméras dessus. Non. Les gens travaillent. On appelle ça le back-office. Le niveau stratégique, c'est le back-office. Ce n'est pas à l'abri des médias et ce n'est pas dans les médias. Et donc, vous maintenez que... De ce fait, nous Oui. disons donc ceci. Nous disons que il faut être amnésique de croire que le Cameroun n'a pas évolué. Je ne parle pas du septentrion, je ne veux pas faire du communautarisme, c'est-à-dire que les fils du septentrion, ainsi de suite, ainsi de suite. Les fils du septentrion, comme les fils de la partie méridionale, les anglophones, les francophones, les musulmans, les chrétiens, sont tous des Camerounais et ont les mêmes difficultés. D'ailleurs, vous venez de parler des zones qui sont enclavées dans le sud. Moi, je suis dans le centre. Je suis dans l'arrondissement de l'Aube. Je vous rappelle, je suis à 5 km de Yaoundé. Dans un village qui est en création, il n'y a pas de route là-bas, mais il y a quand même l'électricité. Donc, construire un pays n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas une histoire de pistolet où on écrit, on dit, les difficultés, tout le monde en rencontre. Maintenant, la capacité d'un gouvernement, c'est progressivement diluer ces difficultés-là. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que vous êtes dans on appelle ça comment? Vous êtes dans le jeu de mots, alphabétisation, ceci, ainsi de suite. Nous, on vous dit qu'aujourd'hui, hier, pour aller à l'école dans le septentrion, c'était pas évident. Et il y avait peut-être parfois une caste qui devait aller à l'école. Et d'autres étaient juste réservés aux champs et autres. Aujourd'hui, tous les Camerounais sont libres. Tous les Camerounais vont à l'école. Tous les Camerounais peuvent espérer mieux. Simon, et donc, de ce fait, alors, soyons donc conscients de ce que, pour un homme d'État ne fait pas dans la politique politicienne. Un homme d'État fait l'état des lieux de ce qui est fait. Bien fait. Deux, ce qui est en train d'être fait et ce qui est proposé d'être fait. Tout en se responsabilisant lui-même. Je parle d'abord du citoyen et de deux, de l'appareil politique. Donc, de ce fait, s'il vous moi, plaît, je suis conscient de ce que, pour chuter, je suis conscient de ce que l'extrême nord, aujourd'hui, n'est pas l'extrême nord d'hier et ne sera pas l'extrême nord de demain avec le renouveau. Tout va en s'agrandissant. Merci. David Eboutou, et je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que Issa Chiroma qui fait donc ces petites fixettes, on va l'appeler, sur cette partie du pays. Ce d'autant plus que Cabra Libi également, tous dans
une mouvance de pré-campagne, était dans cette partie du pays, le septentrion, ces derniers jours, et qu'il en a profité également pour tirer à balles réelles, on va le dire ainsi, hein, sur le régime en place, notamment concernant, on le parlait du tronçon routier, mais également de toutes ces autres tares que l'on vient dicter ici. Est-ce que finalement, on peut se dire que le régime en place n'est plus confortable dans cette partie du pays? D'abord, peut-être revenir sur également Cabral Libby, cet autre candidat qui fait cette succès. Est-ce qu'on peut comprendre qui, lui, quand même, était déjà un peu introduit dans cette partie du pays? Comment est-ce que vous interprétez sa sortie également de Cabral Libby sur cette période de pré-campagne? J'ai commencé à vous le dire au prologue de mon propos, chère madame, que nous sommes en campagne et le moment est bien choisi pour des leaders sérieux. Et je considère que Cabral Libby, l'honorable, Cabral Libby est un leader sérieux qui sait exactement que, comme l'a dit Chiroma dans une strophe de sa lettre, en démocratie, en réalité, il faut intégrer la démographie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on y va dans une élection majeure, il faut prendre la carte électorale d'un pays et on regarde les différents découpages en termes de statistiques. Quelle est la partie qui peut me rapporter le plus de voix si je tiens un discours cohérent, crédible, qui s'appuie sur la réalité de ce peuple-là? Et je crois que Cabral fait partie de ces gens qui ont bien calculé, qui ont eu une lecture assez réaliste de notre scène politique et qui savent aujourd'hui qu'il faut compter absolument avec le Grand Nord. C'est 34%, madame. Donc, quand je l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a que, quand vous discutez avec les ressortissants du Grand Nord, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils ont un problème de route. En premier, ils vous disent qu'ils ne comprennent pas comment on peut partir d'un Ngaoundéré pour Garoua et faire 24 heures. Au bas mot, 20 heures de temps sur la route. Comment vous expliquez ça? Regardez l'impact économique que cela cause. Vous savez qu'aujourd'hui, vous savez que les principaux voisins qui ravitaient ou alors avec lesquels le Grand Nord tourne en matière économique, c'est le Nigeria et le Tchad. Vous savez que à la frontière avec le Nigeria, c'est Boko Haram de ce côté. Et donc, l'économie est en train de balbutier. Avec le Tchad, je vous rappelais tantôt que c'est pratiquement coupé. Hein? En ces moments de pluie, il y a qu'il faut transiter. Absolument. Vous savez que le département du Logone, donc Kousseri, est pratiquement coupé de tous les autres départements du Cameroun. Donc, ce sont des réalités. Et Cabral, qui est un fort politicien, qui va sur le terrain, qui touche cette question du doigt, interpelle et drague là de façon pragmatiste les électeurs de ce côté-là qui se disent, voilà un leader qui est venu toucher du doigt notre réalité. Oui. Je voulais vous lancer, voilà, désolé. Est-ce que finalement le Grand Nord est un terreau si fertile que ça? Je vais m'expliquer. Est-ce que ce ne sont pas des difficultés qui datent d'hier, mais des dernières élections, cette partie de l'électorat reste très fidèle au régime en place. Qu'est-ce qui fait croire aujourd'hui à ces hommes politiques, nous sommes qu'au début, qui pourraient aller pêcher dans cette partie du pays? Alors, je crois qu'il y a le contexte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes qui viennent de cette partie du territoire. La jeunesse de cette partie du territoire aujourd'hui se plaint du renouveau. Hein? Allez-y lire sur les réseaux sociaux, allez-y interroger certains leaders. Avant d'entrer dans votre studio, et là je peux le citer parce que c'est un élu local, un conseiller municipal de la commune de Maroua 2e, qui m'a pratiquement appelé pour me faire état des problèmes qu'il rencontre au niveau de la commune de Maroua 2e. Il s'appelle Issa Balarabe. C'est un jeune, il a été président des jeunes du RDPC à Maroua. Et il est même surpris qu'aujourd'hui, à l'heure de la confection des listes pour la campagne du président, que son nom ne figure nulle part, alors qu'il est sensiblement le jeune qui mobilise le plus au sein du RDPC dans cette partie du territoire, parce que c'est un jeune homme d'affaires qui se bat avec ses moyens et exclu par les cadors du RDPC qui estiment qu'il risque de leur faire ombrage. Donc, c'est des problèmes qu'on peut étaler à une certaine échelle pour vous démontrer qu'aujourd'hui, en fait, les problèmes d'hier sont aujourd'hui mieux intégrés, mieux appréciés par la jeunesse de cette partie du territoire-là, qui n'entend plus servir de bétail électoral. Voyez-vous, madame. Et les leaders politiques sont parfaitement au courant justement du retour du terrain et en profitent donc pour aller draguer cet électorat-là. C'est la réalité. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un risque finalement? On a le sentiment qu'on communautarise, j'allais le dire ainsi,
de plus en plus cette campagne qui s'annonce. C'est pas un risque finalement, c'est une campagne qui se communautarise carrément. On a 34%, certes, de potentiel électoral du côté du Grand Nord, mais est-ce qu'il n'y a pas le reste du pays? Il y a des pays, on parlera tout à l'heure du Nozo, on parlera tout à l'heure peut-être du Grand Sud. Que pensez-vous de cette façon de faire, de cette pré-campagne qui semble se communautariser quelque peu? Vous avez un journal ne crée pas l'événement. Il se met à la sorte de l'événement, il le décrit. Donc pour l'instant, comme vous avez indiqué, très bien indiqué d'ailleurs dans vos thématiques, c'est le Grand Nord qui intéresse. Le Grand Nord intéresse d'autant plus parce qu'il est très loin pour les périodes de pré-campagne, n'est-ce pas? Parce que quand la campagne va commencer, ça fait 15 jours, il va être difficile de se déployer dans le Grand Nord pour les fils du centre-sud et autres. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de route. Ça veut dire que si vous engagez avec votre équipe d'aller battre campagne au Grand Nord, avant même d'y arriver, les 15 jours seraient déjà épuisés. Première chose. La deuxième chose aussi, c'est que le Grand Nord, aujourd'hui, a décidé de ne plus se taire. Il a trop accepté. Voyez-vous, hein, par sympathie et par cheminement, les personnes, les vrais du Grand Nord, ont des qualités dans leur caractère. Quand il te dit oui, n'est-ce pas, il va jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu le trahisses. Vous ne savez pas combien de fois, à différentes élections présidentielles, les gars de l'UNDP ont dit à Bello, il faut être candidat. Il a dit non. J'ai une plateforme qui date de 1997, UNDP et DPC. Même si on lui a dit cette plateforme s'est réunie une seule fois et ne s'est plus jamais réunie, il a quand même... Vous avez vu comment Ichiroma, ceux qui ont pris Aro sur le Bordeaux aujourd'hui, s'est donné corps et âme, s'est sacrifié pour le renouveau. Je me souviens encore, le président Biya, vivant un peu devant le Palma, avait dit à ces gars que vous dites que je dois le chasser, vous voyez, que qui d'autre peut me supporter comme ça? Laissez-moi finir un peu, pour vous dire un peu. Vous savez, en ce moment, il n'y a pas que Capra. Depuis au moins 3 semaines, il y a un autre leader, candidat, le président de l'Union des mouvements socialistes, n'est-ce pas? UMS. Kwemo, monsieur Kwemo. Le député Kwemo, qui farfouille, qui est dans toutes les artères. J'ai vu des images de son passage un meeting à Mokolo, Yagwa, Kayeli. Vous comprenez? Et c'est un stratège, parce que, pour ne rien cacher, en 92, c'est lui que, puisqu'en 92, il était le premier vice-président du SDF, c'est lui que le chairman, John Fundi, envoie baliser le terrain. Donc, il connaît le septentrion. Et je crois qu'il est en train de faire un certain nombre de choses là-bas. Donc, tout cela nous amène à quoi? Nous amène à dire que le régime du renouveau n'a pas rendu la monnaie de la pièce, c'est-à-dire au prorata de ce que le septentrion lui a donné. Aujourd'hui, les gars vous disent que mais nous ne pouvons pas continuer à faire un ménage ensemble avec quelqu'un qui ne comprend pas nos problèmes. Parce que comment voulez-vous, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il y a des écoles. Mais c'est des écoles qui sont pires que l'école de canton, que de crier Basek Bakobio dans Sangomalo. Comment vous pouvez présenter, vous avez même présenté des enfants qui fréquentent, ils sont 10, 11 sur ce qu'ils appellent table, ou alors un banc. Ce n'est même pas table-banc, mais sur un banc. Vous avez un enseignant pour un établissement, une école primaire, qui enseigne de la CIL au coût moyen 2. Et vous dites que le renouveau dans les écoles septentrion, mon Dieu, mais il faut bâillonner, Mechengue. Il faut bâillonner Mechengue. C'est également le cas dans plusieurs autres régions du pays. Non, aujourd'hui, vous avez inscrit le Grand Nord. Nous sommes d'accord. Demain, vous allez inscrire... La question, c'est est-ce que cette douleur n'est pas instrumentalisée par les hommes politiques? C'est réel. Ça, c'est quelque chose... Je ne vais pas laisser passer ça. Vous savez, l'autre chose que...